La Corse, il l'embrasse du regard. Lorsqu'il appuie sur le déclencheur, les paysages prennent une nouvelle vie. Et lorsqu'on feuillette ses albums, le passé remonte sans rides. Ça, ici, c'est la machine qui a imprimé une partie de la maquette du GR. Ces cartes postales ont fait le tour du monde. Pourtant, François Desjaubert se méfie des images de cartes postales. Les siennes ont imposé un nouveau style, en rupture avec un folklore suranné. Quand on est tout seul, comme ça, qu'on cadre et qu'on fait une image et qu'on sait qu'elle est bonne, c'est merveilleux. Évidemment, ce n'est certainement pas assis derrière son bureau que j'allais le retrouver. Cet homme-là a la bougeotte. Et même lorsque l'orage menace, il trouve des lumières à capturer. Bonjour. Bonjour Marie, comment allez-vous? Très bien, c'est romantique comme rendez-vous. Mais écoutez, y a pire. Qu'est-ce que vous prenez en photo? Vous faites de la macro? Non, pas du tout. Je travaille au grand angle et donc je fais une photo avec une ligne de fuite importante qu'on appelle dans mon métier. Comment vous choisissez vos cadres? Je ne me pose pas trop de questions, il faut que ça me plaise. Quand j'étais jeune photographe, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'on reconnaisse mes photos sans signature. Ah oui. Et c'est difficile ça. Et un jour, j'ai développé un film et je me suis aperçu que mes cadrages étaient presque tous les mêmes. Et je me suis dit, ça y est, j'ai ma signature. J'ai trouvé mon cadrage. Et ensuite, c'est venu naturellement. Il avait quoi de particulier ce cadrage-là? C'est un désaxage de mes sujets principaux. Oui, mais avec un visage, avec une personne, c'est une rencontre, c'est une histoire, presque une histoire d'amour. Toujours. Mais avec un paysage, c'est pareil? C'est la même chose. Ah ouais? Absolument. Quand la vague arrive et que je l'arrête là où je veux, c'est la fin d'une belle histoire. Est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Vous avez hésité. Ah ben oui. Donc vous avez... mettez-le dans l'œil. Hop, il faut que votre horizon soit bien droit. Ouais. Et si vous voulez, l'espace qu'il y a dans votre sable en bas, il doit être presque la même chose que l'horizon en haut. Ouh là là. Voilà. Ah, c'est au millimètre, hein. Et voilà. Magnifique. Vous êtes une vraie pro. Mais alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, quand vous arrivez sur un lieu comme celui-ci que vous avez sélectionné, est-ce que vous vous dites, tiens, je sais que je vais ramener telle et telle chose, ou on est encore toujours comme dans un premier rendez-vous? Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, comme dirait l'autre, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Eh oui. Ben, c'est exactement la même chose. J'arrive dans un endroit qui me plaît, et peut-être que je ferai une bonne photo. Mais c'est pas dit, Non, c'est pas sûr. ah ben non, jamais. Quand je fais une bonne photo, j'ai une grande allégresse. Ah ouais? Oui, j'ai un rapport avec mon appareil photo extrêmement charnel. Je le touche, je le caresse, c'est quelque chose il fait partie de moi. Et donc quand il me donne une belle image, c'est un ravissement, quoi. On va revenir sur votre enfance qui est bastiaise. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais vous avez grandi à Bastia dans une famille de 8 enfants. C'est le souvenir d'une vie plutôt douce, d'une enfance plutôt douce? Non, pas vraiment, non. Non, c'est mon enfance, c'est pas une enfance très très heureuse, il faut le dire. Très vite, je me rends compte qu'il y a des problèmes, que c'est pas si facile que ça. Et donc, à 14 ans, je quitte la maison pour aller travailler sur le continent. Les mois étaient difficiles, les fins de mois étaient difficiles. Mes parents, au lieu de nous dire, ben voilà, il y a des problèmes, ils disaient, écoutez, ce soir, on va faire un repas extraordinaire, on va se mettre devant la cheminée et on va boire un café au lait, et on chantait devant la cheminée. Et nous, c'était extraordinaire pour nous. On ne se rendait pas du tout compte qu'ils avaient des problèmes à ce moment-là. Oui, sublimer le moment oui, pour les enfants. Oui, oui. Vous décidez de partir pour gagner votre vie, apprendre un métier? Ben, on ne me demande pas trop mon avis. Hein. En fait, on me dit, est-ce que tu veux faire ça? J'ai dit oui, et hop, je pars. Ça, c'est une formation pour être cuisinier? Oui, tout à fait. Je m'en vais dans un restaurant travailler pour passer mon CAP. Vous avez 14 ans? Oui, 14 ans et demi exactement. Mais ça paraît incroyable. Aujourd'hui, oui, vous voyez un gosse de 14 ans et demi prendre le bateau tout seul, arriver à Nice, prendre le train, monter jusqu'à Paris, changer de gare et aller à Saumur. Non, c'est un truc de fou, quoi. Vous vous sentez quelque part un peu orphelin sur ce coup-là? Je suis orphelin de ma famille, de mon pays. On se moque de moi parce que j'ai un accent. Alors, je ne savais pas que j'avais un accent. À quel moment vous gagnez de l'argent? Quand je finis mon apprentissage. Donc relativement vite? 3 ans. Premier emploi, c'était où? Alors c'est à Paris, hein, bien sûr, hein, dans un restaurant qui se trouvait à côté de la gare du Nord. Et Paris, ça se passe pas bien, là. Ouais. Bon, donc je suis pas bien à Paris. Et donc je rentre en Corse. Et puis je pars à l'armée.
très L'armée, vite... c'est à Ajaccio? Non, je pars sur le continent et je vais être nommé à Ajaccio après. Et quand vous êtes nommé à Ajaccio, vous avez déjà rencontré votre épouse? Alors je la connais, mais on va se marier donc à la fin de mon service militaire, à 21 ans. Et vous avez su tout de suite? J'ai cru que je savais tout de suite. Il s'est avéré presque 50 ans après que j'avais raison. Desjos, pour ses amis, a eu le déclic de la photo en sortant de l'adolescence. Et ce regard particulier qu'il pose sur les choses et sur les gens a façonné sa vie. Moi, je suis né en découvrant la photographie. J'ai commencé à vivre. Avant, non. Avant, j'essayais de me débrouiller comme je pouvais, de survivre. Et là, je vais trouver quelque chose qui me plaît tellement que pour moi, c'est une vraie révélation. Et donc, très vite, je progresse et j'ai envie de faire ce métier. À quel moment vous devenez journaliste? Très très vite, parce que c'est un milieu qui m'intéresse et j'ai envie de faire ça. Et comment vous trouvez les connexions pour... Alors je commence à travailler pour une agence qui s'appelle Apis, Oui. qui ne va pas durer longtemps d'ailleurs, hein, et qui va être rachetée par un groupe de photographes qui quitte l'agence Gamma et qui vont former l'agence Sigma, qui va devenir la plus grosse agence du monde. Et moi je suis là comme ça par hasard et au moment où ça monte. Où ça se monte et donc j'embarque dans le train et ça part comme ça. Mais bon, enfin je fonctionne et ça dure comme ça pendant une bonne dizaine d'années. À l'époque déjà, la Corse est une terre rêvée pour un photojournaliste. Les événements se bousculent, la Corse fait toutes les unes et les bons photographes sont rares. Desjobert mitraille et très vite, ses photos font le tour du monde. Lorsque vous prenez ces clichés pendant les événements de 70 en Corse, tous ces événements troubles, vous décidez de les publier et d'accompagner ces photos des textes de Sampiero Sanguinetti, avec qui vous êtes journaliste à ce moment-là. Oui. Bon, l'idée vient après Aléria, qui pour moi est un moment crucial de l'histoire de la Corse. C'est vraiment le moment le plus important où la violence est extrême en Corse. Et je connais Sampiero parce qu'on ne travaille pas ensemble. Hein. Lui, à l'époque, il travaille à la radio. Et moi, je travaille pour Sigma. Mais on se voit sur tous les coups, comme on dit dans notre métier. Vous croisez, oui. Oui, oui. Et notre amitié va grandissant en même temps que la violence. Et donc, quand j'ai l'idée de faire un livre sur des événements sur 10 ans, 10-12 ans, tout naturellement, je pense à Sampiero. Si on s'est rencontrés aussi, c'est parce que moi, dans mon travail, quand j'étais sur des événements, j'avais remarqué que les photographes sur un événement sont toujours ceux qui se placent le mieux. Et moi, j'avais découvert que François savait exactement toujours se mettre où il fallait. Donc j'essayais de voir où il était pour le suivre et pour voir ce qui se passait. Ce qui est complexe ici, c'est que c'est une toute petite région avec peu d'habitants, tout le monde se connaît. Vous les côtoyez à ce moment-là. Bien sûr. Vous côtoyez les clandestins aussi. Vous les connaissez? Alors là, vous les connaissez à cette époque-là. Je ne sais pas Sampiero. Moi, je ne peux pas dire que je les connais. Il y a des liens, on se tutoie quelquefois, mais on n'est pas amis. Moi, je suis quelqu'un qui est en dehors du coup. Je suis tout le temps en retrait. Il se passe des choses devant moi, mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui organisent ces choses-là. Je ne fais que relater les choses qui se passent devant mes yeux. François avait un désir permanent de bien garder les distances, justement. C'est-à-dire que pour faire de l'information, et il a parfaitement raison, il faut savoir garder la distance. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était François qui, allant à des conférences de presse clandestines, tout d'un coup, avait le sentiment ou découvrait que les types qui étaient en face de lui sous la cagoule ne respectaient pas l'anonymat dans lequel ils s'étaient mis eux-mêmes. Ouais. Et à partir de là, ça pose problème, parce que on n'est plus seulement témoin d'un événement. On se sent complice. Si on risque de devenir complice. Or, c'est pas notre rôle. Comment digère-t-on
de tels événements, autant de violence, et surtout lorsque ça se passe chez soi? La violence, moi je dirais qu'on la digère jamais totalement. Et vous, François? Alors moi, le rapport avec la violence, pour moi, il a été physique dans ces moments-là. Et je me suis... bon, je ne veux pas reparler de ça, mais je hais la violence. Je trouve que c'est la non-intelligence. C'est le refus d'écouter l'autre, de vouloir discuter, de pardonner, de comprendre. C'est quelque chose qui m'a... Depuis ce temps-là, pour moi, la violence, c'est la négation de l'individu. Ça veut dire qu'après ces événements-là, vous n'étiez plus le même homme? J'ai arrêté le journalisme quelques années après parce que j'étais fatigué physiquement et intellectuellement. Je ne pouvais plus. Raconter cette histoire me pesait trop. Donc j'ai arrêté et j'ai fait d'autres choses. Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous vous dites il faut que j'arrête, il en va de ma santé morale et physique et de l'équilibre de ma famille, vous savez comment vous recycler? Oui, tout à fait. Parce que pendant que je fais ça, je fais toujours beaucoup de choses à la fois. Pendant que je fais ce métier-là, toutes les semaines, je pars une journée en Castagnic pour faire des photos. Et je me dis qu'un jour, je ferai quelque chose avec ça. Je raconte l'histoire d'une vallée pendant 1 an. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir l'idée et l'opportunité d'en faire des cartes postales et qui va démarrer mon nouveau métier. Alors, avoir l'idée de faire des cartes postales, évidemment, ça va s'avérer être génial, mais il faut trouver les financements, il faut trouver des gens qui vous suivent, des imprimeurs. Oui, bon, là, il se trouve qu'à un moment, je suis chez Jean-Joël Legrini et il y a un gars qui est là, qui est imprimeur et qui me propose de me les imprimer et de me les payer. Il croit en vous. Oui, je les Il vous paierai. dit, allez, tu me paieras plus tard. Vous paierez quand vous pourrez, quoi. Bon, ok, alors, on y va et puis ça marche. C'est un miracle, quoi. C'est pas ça marche, c'est que vous les vendez comme des petits pains. Ah oui, absolument. Et puis surtout, ce qui me fait un grand plaisir, c'est que je les vends en Corse. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché À ce moment-là, Est-ce qu'on trouve des cartes postales, c'est-à-dire très caricaturales, le muletier, bien sûr, oui, tout à fait. La dame à la cruche. C'est exactement ça, voilà. Et vous, vous faites complètement l'inverse. J'amène des cartes postales qui sont complètement différentes. D'abord en format déjà, elles sont un peu plus grandes. Et puis mes photos, moi, il n'y a pas de mer, par exemple. Je n'ai pas photographié la mer, pas une seule. C'est une folie complète. Hein. Quand j'y repense aujourd'hui, je dis il faut être complètement fou, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est austère, là où le touriste ne va pas à cette époque-là, la montagne, vous le photographiez comme souvenir de voyage touristique. Parce que je l'aime, tout simplement. Passer du négatif au positif, du noir et sang de l'actu dramatique aux couleurs éclatantes d'une Corse île de beauté, Dejo remet toute sa carrière en jeu. Et le succès est au rendez-vous. Bonjour, ça va? Je te présente Marie. Bonjour. Alors Jean-Jo est un vieil ami, mais en plus il est le maire d'Île-Rousse. Et puis je crois que c'est avec lui que vous avez commencé la belle aventure des cartes postales. Il y a très longtemps. Ouais. Il a perdu la main ou pas? Ah, pas du tout. Allez, venez, on s'installe. J'adore ça, ça me rappelle mon enfance, sur la place Saint-Nicolas. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? J'étais à Île-Rousse et c'était à la fin des années 70. Et François était à l'époque photographe, il travaillait pour l'AFP. Moi j'avais un atelier de photo à Île-Rousse. Et voilà, et, après bon, on a travaillé ensemble pendant des années. Mais comment ça se fait que vous ayez décidé de partir ensemble pour faire par amitié et puis par oui, il y avait déjà le plaisir de se retrouver et puis et de connaître les gens ailleurs. C'était des moments délicieux, c'est inoubliable même. Parce que c'était des échappées belles. Voilà, c'était un peu ça. On a fait des cartes postales en Bretagne, dans la vallée de la Loire, sur la Côte d'Azur, mais la diffusion depuis la Corse, c'est trop compliqué. Ah non, c'est pas possible. On partait, je pense qu'on était des vrais photographes qui partions comme ça pour faire des images. Est-ce qu'au niveau commercial, c'était intéressant cette aventure-là? Non, alors ça n'a jamais été intéressant. On fait une collection donc, sur les bords de Loire, sur la région de Touraine,
et il n'y a pas un château. Alors, le jour où on va pour présenter nos cartes, dans la grande maison de la presse de Tours, je ne sais plus, je me souviens plus, et le monsieur a regardé les images, a trouvé très belles, et il a dit, les châteaux, c'est quand? C'est où? Mais on a dit, il n'y a pas de château, monsieur. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas tellement marché. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Mais c'était le parti pris pour la Corse aussi. Pareil, les premières cartes postales, il n'y a pas une photo de mer. Ouais. Mais je ne le fais pas exprès, hein, attention. Hein. Non, Et en Anjou, c'est- pareil, on ne le fait pas exprès. Il n'y a pas une volonté. C'était de pas- votre parti pris, Oui, ouais. on faisait les gens. Il y avait d'autres choses à et tout faire. ça, quoi. Ouais. Mais je crois que c'était notre jeunesse, la vraie jeunesse, celle Oui. des gens qui ont 30-35 ans. Oui. Et alors, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on était Ouais, heureux. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on était heureux, c'était extraordinaire. Leur collection de cartes postales donne à voir une Corse différente. La nature, les traditions, de vrais gens, la carte postale prend vie et les Corses eux-mêmes se reconnaissent enfin. Dejo Édition est une société bien établie. Salut Fabienne. Bonjour. Alors, Fabienne, Marie, notre maquettiste. Alors, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Vous arrivez avec vos photos, vous les donnez à Fabienne? Quels sont les critères de sélection, Fabienne? Alors les critères de sélection, déjà, c'est que la photo me convienne, me plaise. Donc là, au départ, on a quand même à peu près 1000 photos. Et sur les 1000, là, dans ce livre-là, par exemple, il en a resté 260. Il y a un grand lien de confiance alors entre vous deux. Oui, on se connaît depuis 10 ans, donc maintenant, je sais comment lui travaille. Moi également, il essaye déjà de me donner des photos en hauteur et en largeur. Donc déjà, ça va faciliter la mise en page pour moi. Il me facilite beaucoup le travail. Est-ce qu'au bout de 10 ans de travail, de collaboration, du coup, la complicité va même sur le choix des titres, des réflexions sur le texte? Le titre de ce livre-là, on l'a trouvé tous les deux. Ah oui. C'est que j'en ai trouvé la moitié et elle m'a donné l'autre. La Corse au cœur. Oui, je ne sais plus très bien comment ça s'est passé, mais je suis arrivé ici avec des adjectifs que j'avais choisis, des mots comme ça, et puis elle m'a dit, oh, ça serait bien, en fait c'est le cœur de la Corse. Et j'ai dit non, c'est la Corse au cœur. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc en fait, on l'a trouvé tous les deux. Et sur la typographie? Non, là, je laisse faire. On a des exemples là, Fabienne? Par exemple, on a la couverture. Voilà, donc là, il s'agissait d'intégrer le titre. Voilà, il fallait qu'il fasse partie un petit peu de l'image. Donc là, on a caché un petit peu le titre derrière le rocher pour vraiment donner cette impression, en fait, voilà, qu'on arrive au cœur de la Corse. Alors là, on pénètre dans une autre salle. Voilà Marie, là on arrive au dernier stade de la fabrication du livre. Ici, nous avons donc fait un tirage d'une partie de la maquette, Ouais. ce qui va nous permettre à la fois de corriger les couleurs, on peut corriger éventuellement des coquilles de texte. En gros, c'est le dernier moment où on peut voir si quelque chose ne va pas. Alors, on se rend bien compte de la couleur, du texte, de la Tout à typographie. fait, voilà. Bon, je vous présente Stéphane. Les époques passent. Aujourd'hui, les cartes postales sont numériques et instantanées. Alors, la société doit s'adapter. François, les vrais patrons, ce sont eux. Eh oui, Olivier et Stéphane. Olivier et vos fils. Stéphane, ça fait déjà une dizaine d'années que j'ai lâché les rênes. Vous êtes arrivé dans une entreprise florissante. Ouais. À l'époque, la carte postale, ça marchait très très fort. Sont arrivées les nouvelles technologies, c'est-à-dire Internet, les smartphones. Et j'imagine que la carte postale, ça c'est moins vendu, non? Oui, beaucoup moins. Oui. Donc là, il a fallu être réactif. Tout à fait. Il a fallu se remettre en question et trouver d'autres moyens de faire marcher l'entreprise. Et on a eu des opportunités de partir notamment en Asie et de pouvoir trouver des nouveaux produits, des nouveaux créneaux. Et voilà. Ce sont les imprimeurs, les premiers, qui vous ont donné la tendance? Un petit peu, oui. Olivier, oui. Oui. C'est ça, les imprimeurs qui ont vu bien leur chiffre d'affaires baisser. Bon, nous, on l'a senti aussi tous les ans. Et après, donc, on est parti dans le souvenir. Et là, on a essayé tous les ans de sortir au moins 5 ou 6 produits. Mais toujours, et c'est ça qui est quand même très intéressant dans votre aventure familiale, toujours avec l'idée de garder les photos. Ça, oui, c'était la matière première qu'on avait, qu'on a toujours essayé de garder, d'améliorer les photos, de transformer la photo dans un produit. Voilà, ça a été la base. Bon, et après, on évolue. Mais du coup, François, votre père a continué à faire des photos? Ah ça, oui, et il continue encore.
parce qu'on en a encore besoin. Donc, Vous êtes leur employé en fait maintenant. Je exactement. pense qu'ils mourront jusqu'à la corde. Les soucis de l'entreprise, aujourd'hui, ce n'est plus pour lui. François Desjaubert ne fait plus que ce qui lui plaît, des photos. Il vient de sillonner le GR20 pour nous offrir de superbes images de cette montagne dans la mer qu'il a fait connaître dans le monde entier. Ça va, Marie? François, Ah oui. Un peu de courage, on est presque arrivé, il ne reste plus que 4 heures. mais vous montez vite, non quand même? Eh bien sûr, c'est pour vous impressionner. Vous êtes surentraîné en fait. Ah là là, C'est pile poil le chemin que vous avez utilisé pour tout à fait, pour m'entraîner, oui. pour vous préparer au GR20. Ouais, ouais. Ah bah ouais. Sympa cette balade, ça monte tout le temps. On va s'arrêter là, on va faire une petite pause. C'est jamais plat. Allez, il va falloir que vous récupériez un peu, donc Ah, c'est pas mal ça. voilà. Merci. Il y avait un rocher qui est juste là, c'est Ah impeccable. merci, bonne idée. Vous vous êtes entraîné beaucoup là sur ce chemin? Mais pendant tout l'hiver, Ah ouais. il y a 3 ans, donc pendant 4 mois. La genèse du projet, pourquoi vous avez pensé à faire un bouquin sur le GR? Mais c'est un truc de fou, quoi, comme d'habitude dans tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis baladé dans les Pyrénées, j'étais en vacances, et j'ai dit, tiens, ça serait bien de faire une étape du GR. Et puis, quand j'ai fait l'étape du GR, après, j'ai dit, bah, ça serait bien d'en faire 15, quoi. Et le projet est parti comme ça. Alors, vous aviez déjà fait des bouquins, mais jamais écrit comme ça à la première personne, c'est-à-dire qu'il y a les photos plus le texte. C'est la première fois où je fais à la fois les photos et le texte, et où je parle à la première personne. Ça me gêne énormément de parler. J'ai écrit 2 romans où j'ai jamais raconté ma vie. Et là, pour la première fois, un ami qui m'a dit, mais attends, ce qui intéresse les gens, c'est ce que tu penses, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Et donc du coup, j'ai essayé, puis j'ai trouvé que c'était pas mal, donc j'ai continué. Mais techniquement, ça a été compliqué parce qu'il faut du matériel. Alors techniquement, ça pèse justement, lourd. j'avais à peu près 8 kilos de matériel, de photos, plus, bien entendu, mon pactage normal de randonneur. Donc c'est pour ça que c'était très difficile et physiquement fatigant. Et le GR, je l'ai fait comme un reportage, c'est-à-dire j'ai raconté l'histoire des gens qui font le GR avec leur peine, leur bonheur, et ainsi de suite. Vous avez été servi concernant les rencontres, vous qui adorez ça? Ah, c'est fabuleux. Là, on a vu de tout. Quand vous êtes dans un refuge le soir, vous discutez avec des gens, ils sont tous habillés pareil. Il n'y a vraiment pas de différence. Un soir, je me rappelle, j'étais à Londres et en face de moi, il y avait un grand patron d'hôpital à Marseille, un boulanger et moi. On discutait tous les 3, comme si on s'était toujours connus. Au Lazaret Hollandine, chez son ami le mécène François Hollandine, Desjau nous invite à partager une autre rencontre qui a marqué son parcours artistique. Parlez-nous, François, de Jean Torregrossa. Comment vous vous êtes connus tous les deux? Dans les années 70, il y avait une association de La Marge qui était chargée, comment dirais-je, de faire venir des artistes. Et donc on s'est rencontrés là. Et vous allez exposer ensemble? On a exposé ensemble à Perpignan. C'était une belle aventure. Les photos et les vos photos toiles. et mes toiles. Alors mes toiles, c'était du photoréalisme, donc le mariage était possible quoi, entre les 2 cheminements. Quoi. Bien sûr, Voilà. les 2 outils. Voilà. Et quel regard vous avez à ce moment-là sur les photos de François? Moi, j'ai découvert François au travers d'une photo. Et cette photo, j'ai encore dans la tête, ce vieux monsieur qui parle comme ça. Là. Après, j'ai un peu plus regardé son travail. Et je sais que je peux, entre 1000 photos, je peux savoir laquelle est de Desjaubert. Tiens, ce serait quoi la signature pour qu'on comprenne? Ah, c'est une manière de cadrer qui est très particulière. Il n'utilise pas de point de fuite de perspective, il utilise des étages dans sa photo. Vous avez un premier étage, 2e étage, éventuellement un 3e étage. Et comme en général ce sont des longues focales, ça écrase la perspective et ça fait une peinture. Le collectif, ça a commencé en 86, je crois. Le collectif Akhenaton. Lorsqu'on est artiste, il est important de se regrouper, il est important de discuter avec les autres, de voir le travail des autres. Là, je trouve que c'est fondamental et c'est peut-être ce qui nous manque à tous ici en Corse. C'est le fait qu'on c'est un peu restreint, quoi. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple, c'est que
je vois ce que fait Jean et Philippe Castelin, puisque c'est Philippe, notre partenaire d'Akhenaton, c'est Philippe. Je ne vais pas les imiter, c'est même pas la peine d'y penser, mais ils vont m'inspirer. Et je pense que ça, c'est dans tous les modes d'expression. Donc, plus on se regroupe, plus on discute avec des vrais artistes, et plus vous vous sentez riche. La Corse, les yeux dans les yeux, c'est celle-là que François Desjobert veut continuer de nous montrer. Je rêve. Vous m'emmènerez faire une étape du Gerbe. Avec plaisir, quand vous serez bien entraîné, il n'y a pas de problème. Je peux dire que c'est un bon photographe quand même, donc je n'ai pas besoin de me soucier. C'est que vous, finalement, ici, vous venez en visiteur. Mais je ne fais plus rien ici.